Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à notre invitation. Il y a une autre salle qui est également toute pleine. Et c'est donc l'avant-première de Média Crash qui a tué le débat public. C'est un polar, il y a un cadavre et on mène l'enquête. Ceux qui mènent l'enquête, c'est l'enquêtrice Valentine Auberti de Mediapart et l'enquêteur Luc Herman de Première Ligne. Nous serons tous les trois présents pour en débattre après. Sachez simplement que nous, Mediapart, on n'aurait jamais pu faire ça sans le savoir-faire de toutes les équipes de Première Ligne et que Luc et Paul Moreira, l'autre coproducteur, en soient infiniment remerciés. Merci. Et peut-être je vous laisse la parole à vous deux pour dire deux mots. Merci d'être là, même si on vous a invité, c'est sympa d'être venu. On espère que le documentaire va vous plaire et on en discute tout à l'heure ensemble. Ravi d'en débattre avec vous après. C'est un plaisir de travailler avec toutes les équipes de Mediapart. On vous racontera un peu les coulisses de tout cela, mais on vous laisse voir, on vous laisse juger. Bonne production. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable. Je veux pas que vous répondiez. C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche. Ne vous réjouissez pas. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation et on va faire un service personnalisé. Bernard Arnault n'est pas habitué à avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il faudrait vraiment avoir très peu de caractère pour changer d'avis sur un coup de fil, c'est ridicule. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? On va vous expliquer un peu ce qui se passe, là, en fait. Merci. Je vais juste lancer un peu l'échange par une seule simple question à Valentine et Luc. En fait, ce que vous venez de voir est un film d'intervention. On ne prétend pas que ce soit un film de cinéma qui révolutionnerait les cinémas. C'est un film d'intervention sur un sujet qui nous tenait à cœur, à partir de notre métier, des informations, pas du commentaire, pas des opinions, des informations. Les informations que nous pouvons sourcer, que nous pouvons documenter. Donc évidemment, il n'y a pas, on ne coche pas forcément tous les oligarques, tous les médias, mais on a pris le matériau que nous pouvions documenter pour amener à cette discussion. Et peut-être que Valentine et Luc, vous pourriez expliquer comment on s'est retrouvés avec deux réflexions parallèles, l'une à Mediapart, l'autre à Première Ligne. Mediapart, journal
indépendants en ligne, et Première Ligne, comme vous savez, une remarquable agence d'enquête et d'investigation télévisuelle qui fait notamment Cache Investigation. On a déjà collaboré ensemble sur des leaks, ce qu'on appelle des fuites massives, sur des documents, chacun le traitant à sa manière. Et là, en fait, il y a eu, presque avant que ce soit aussi pire que c'est aujourd'hui, ce sentiment au seuil de l'été et à la sortie de l'été qu'il fallait essayer d'inventer quelque chose pour provoquer un débat public sur cette idée qui a été un thème tout de suite suggéré par les deux animateurs du pôle enquête de Mediapart qui sont au fond de la salle, Fabrice Arfi et Michael Achtenberg, qui était cette idée, voilà, comme un roman policier, il y a un cadavre, c'est le débat public qui l'a tué. Donc vous avez ensuite ces trois parties, les incendiaires, les barbouzes et les complices. Voilà, donc peut-être revenir. Voilà, je m'arrête là. Du coup, je crois que tu as bien résumé, finalement, la genèse de tout ça. Mediapart, enfin, moi, j'y étais pas à sa création, mais c'est créé sur le constat que la concentration des médias pouvait causer du tort à l'information d'intérêt général, ou en tout cas pouvait entraver le travail des journalistes, et sur la nécessité d'avoir des médias indépendants. Et donc, ça fait un moment que Mediapart voulait traiter ce sujet en grand, avec un documentaire, pourquoi pas. Et comme tu l'as dit, l'idée avait germé depuis un petit moment déjà, et on s'est retrouvé avec Première Ligne qui avait aussi, mais là je vais te laisser parler Luc, l'intention de faire ça. Enfin voilà, je crois que tu as bien résumé la genèse de tout ça déjà. Donc au printemps, j'ai commencé à développer une enquête autour de Lagardère, parce qu'il y avait pas mal de prédateurs autour du groupe Lagardère. Il y avait Bernard Arnault, quelques stars que vous venez de voir dans ce documentaire, mais aussi Vincent Bolloré. Moi, je n'imaginais pas que ça pourrait aller aussi vite. Puis on a déjeuné ensemble avec Valentine juste avant l'été, on s'en est parlé, puis ça faisait un moment qu'avec les équipes du pôle enquête de Mediapart avec Edoui, on disait que ce serait important qu'il y ait un grand documentaire sur Mediapart pour les abonnés de Mediapart, mais très vite est arrivée l'idée de dire il faut qu'on aille se confronter et débattre avec les citoyennes et les citoyens. Et donc, on s'est très vite mis d'accord. On coproduit le film avec Mediapart, le film est financé en très grande partie par Mediapart. Et puis, très vite, on a convaincu Jour de Fête, qui est un distributeur très engagé en France et qui a convaincu une bonne cinquantaine de cinémas au moins. Il y en a plus qui arrivent à présent. Et donc, on a réalisé ce documentaire en 4 mois. Normalement, il faut Cache Investigation, c'est 9-10 mois de travail. Il y a certains journalistes de Cache Investigation, les rédacteurs en chef qui sont là aussi aujourd'hui. Il faut aller 11-12 mois d'enquête là. Donc, on l'a compressé tout cela parce qu'il y a un moment extrêmement important dans notre démocratie, c'est-à-dire que c'est vraiment sans précédent. Autant de médias, plus de 90% des médias privés qui sont aux mains de ces très grands industriels, c'est sans précédent. Il était le moment de porter tout cela dans le débat au moment de cette campagne présidentielle. Peut-être qu'il y a des questions. Parce que l'idée, c'était exactement de faire ce qu'on va faire là, même s'il est un peu tard, c'était d'être dans le débat public avec un agenda citoyen, indépendamment de la campagne électorale, et de pouvoir organiser le plus grand nombre de débats autour de cette thématique d'une liberté essentielle, qui est la liberté de l'information. Alors, j'ai vu une main qui s'est levée là, allez-y. Merci beaucoup pour le film. Vous avez un petit peu répondu, mais je me pose la question de comment on fait pour engager des personnes qui ne sont pas journalistes. On parle souvent de c'est un sujet de journalistes pour les journalistes, et c'est évidemment pas le cas, c'est un sujet de démocratie. On est tous convaincus ici, on est pour la plupart journalistes, enquêteurs, documentaristes, etc. Et à part organiser des débats et des projections, est-ce que vous avez des pistes pour motiver aussi les citoyens qui sont les premiers et les premières concernés à se saisir de ce problème, cet enjeu démocratique énormissime? J'avais posé la question à Julia Cagé, que vous avez interviewée dans votre film, et elle était bien embêtée parce qu'elle me disait, vous-même les journalistes, vous vous intéressez pas tellement à ce qui se passe en fait, vos confrères, vos consoeurs, on l'a vu à Europe 1, il y a eu très peu de mobilisation d'autres consoeurs et de confrères pour essayer d'empêcher ou en tout cas de manifester à leur côté et de faire grève à leur côté. Donc est-ce que vous avez d'autres pistes pour intéresser et les journalistes et les citoyens?
Alors moi personnellement j'en ai pas d'autres que là essayer de susciter le débat, de faire venir des gens dans la salle, mais je pense que les citoyens sont intéressés. Enfin pour l'instant je n'ai qu'un tout petit échantillon avec l'autre salle qui était sans doute un peu moins composée de journalistes, mais peut-être était-ce déjà un public averti qui s'intéressait à tout ça. Mais en tout cas ils étaient hyper demandeurs, beaucoup de questions, enfin intéressés par l'information qu'on leur donne et comment aller la chercher et comment bien s'informer. Donc je pense que les citoyennes sont déjà intéressés par ça. L'enjeu pour nous, en tout cas, était de ne pas faire un film de journalistes pour des journalistes, mais de faire un docu où on comprenne que l'enjeu, c'est pas les droits des journalistes, ça c'est le corollaire, mais le droit fondamental à être bien informé. Et voilà, si on a réussi à démontrer que c'était important de bien être informé et que quand on l'était mal, ça nous permettait de faire moins bien des choix, c'est pas une question de droite ou de gauche, en fait c'est une question de citoyenneté, de démocratie saine. Voilà, si en tout cas on réussit à intéresser des gens qui ne sont pas journalistes avec ce docu, ce sera déjà notre toute petite pierre. Et on a choisi de très nombreux exemples, vous avez vu, l'enquête est riche, il y a beaucoup de choses totalement inédites, il y a quelques scoops dans cette enquête. Au sein de l'équipe, on avait une formule autour de la malbouffe. La malbouffe qui crée de l'obésité, la malbouffe qui crée du diabète de type 2 chez les enfants, qui sont des diabètes qui n'apparaissent pas chez les enfants, avec ces produits de malbouffe. C'est la même chose avec l'information. Une saine démocratie est une démocratie bien informée. Et donc, vous avez raison, Valentine l'a dit, c'est pas un film de journaliste pour journaliste, on a essayé de le rendre le plus grand public possible. Et cette idée d'aller dans les salles, alors on est conscient qu'évidemment, on n'aura pas le même retentissement qu'une diffusion en prime time sur une grande chaîne en clair, mais malgré tout, on espère que ça va susciter du débat. Et parmi les pistes, il y en a beaucoup qui sont notamment évoquées, présentées par plein d'associations, le Fonds pour la presse libre notamment, le collectif Informer n'est pas un délit. Vous parliez de Julia Cagé, l'économiste, Claire Secaille, vous avez vu Claire Secaille, chercheuse au CNRS, qui s'est tapé des heures et des heures et des heures de Cyril Hanouna, mais leurs chiffres sont très impressionnants. On espère que des gens qui ne regardent pas C8, qui ne regardent pas Cyril Hanouna, il peut y avoir plus d'1,5 million de personnes chaque soir, en regardant juste cette petite compilation extrêmement inquiétante de totalement banaliser les propos d'Éric Zemmour. C'est quand même extrêmement surprenant dans une grande démocratie. Donc parmi les pistes, oui, tu peux en évoquer aussi, mais il y a les pistes d'éviter, d'empêcher des industriels qui vivent des commandes publiques de détenir des grands médias, de doter les sociétés des journalistes d'un statut protecteur, c'est-à-dire que on s'est vraiment confronté à énormément de refus de nos confrères qui ont dit « je ne peux pas parler, je suis journaliste pigiste ou je suis à peine embauché dans cette rédaction ou j'y suis depuis un moment mais ça se passe pas bien et si je parle, je n'ai que des coups à prendre ». Donc de protéger les journalistes sur le fondement même de notre métier qui est d'informer et donc d'avoir un rapport de force avec les patrons des journaux, les patrons des médias pour que les informations puissent sortir. La piste qu'on évoque à toute fin, les aides à la presse, vous avez entendu les chiffres, il y a des aides extrêmement importantes à la presse. Bernard Arnault qui détient les Échos, le Parisien, reçoit énormément d'aide à la presse. Est-ce que c'est l'urgence de donner de l'aide à la presse à un groupe comme LVMH? C'est pas à moi de trancher, c'est à l'État et l'État fait mal son boulot avec des aides qui ne sont pas transparentes. Peut-être enfin, c'est tous mieux vaut tard ou jamais. Moi, je pense qu'il y a une convergence qui se passe là. Il y a des signaux. Bon, le fait qu'il y ait, même si c'est fait également à l'arrache dans un contexte de campagne électorale et avec un manque de rigueur et de pugnacité, mais le fait qu'il y ait eu une commission d'enquête au Sénat sur la concentration des médias qui a suivi une mission d'information sur un autre aspect qui est le rapport des accords que font ces grands milliardaires avec les gros GAFAM, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, etc., une mission d'information de l'Assemblée, tout ça est bon signe. Et je crois que le travail là, de Luc et Valentine, je pense que pour nous, professionnels, c'est des choses que nous savions, que nous connaissions, dont nous doutions, mais je crois que quand même, c'est aussi de dire, mais vous voyez bien, c'est pas simplement le petit baratin qu'ils ont fait devant la commission du Sénat. On aurait pu ajouter Drahi qui dit, vous savez, c'est les cacahuètes, ça compte pas. Ils ont tous fait ce baratin. Là, ce qu'on voit, c'est que
Et justement, sans être complotiste, c'est pas un point de vue d'en haut. Hein. On sait tous que tout ça, c'est des marionnettes et le capital qui tient. Non, on dit pas ça. On raconte des vraies histoires qui se sont passées. Et là, on découvre que l'incroyable est possible. Un type comme Bernard Arnault, qui est richissime, peut menacer en direct un journaliste d'avoir un dossier sur lui. Et d'avoir un dossier personnel, y compris, c'est ce qu'on comprend de ce qui s'est joué sur Benoît Duquesne. On comprend ça, qu'ils ont fait pression. On voit le retour, les services de police, des barbouzes, et avec tout un appareil d'État qui se met à plat sur un petit moustique, le petit moustique fakir. Bon, mais ça veut dire il y a ça, mais de l'autre côté il y a l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a le petit moustique fakir, mais il y a les gros enjeux des ports africains avec une capacité et la publicité. Donc oui, ça a une incidence et ça corrompt profondément ce qui vous est présenté comme quelque chose de propre, sur papier glacé ou avec toutes sortes de moyens dans des émissions. Et le fait de commencer par ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire qui éclate sous les yeux, c'est-à-dire l'emplantissement idéologique, dit derrière cet emplantissement idéologique, il y avait tout ça déjà. Il y avait tout ça. Hein. Et souvent, Fabrice Arfi prend l'image de la grenouille. Hein, c'est-à-dire qu'on s'habitue. C'est-à-dire que si vous mettez la grenouille dans 100 degrés alors que l'eau bout, elle va sauter et elle sera survivante. Si en revanche, vous acceptez, ben, un jour, vous vous retrouvez devant cette histoire effroyable où on voit en effet une idéologie meurtrière vendue en direct sur des médias, propriété d'un milliardaire qui lui-même dit... dans un lapsus formidable, je ne savais pas qu'il allait devenir président de la République. Bon, et donc, voilà, moi je crois, et alors pour dire que cette idée, il y a quand même un air du temps, je crois que c'est déjà en ligne sur plusieurs médias. Demain, il y a une initiative de la société civile, lancé avec toutes sortes d'ONG, d'associations, de syndicats de journalistes, de syndicats de sociétés des rédacteurs, etc., autour de cette question dont Bolloré est le symptôme le plus manifeste, parce qu'il ajoute à la domination économique et à la brutalité sociale ce qu'on voit comme cours idéologique, rappelant des pratiques presque de la presse de l'entre-deux-guerres au niveau de son rôle dans le débat public. Et donc cette initiative qui s'appelle Stop Bolloré, elle sera rendue publique demain au niveau de ses démarches, etc., montre une sorte de dynamique citoyenne autour de ces questions-là. Car ce sont des questions... Et là, vous voyez bien que nous, on se situe... Vous voyez bien que certains politiques, on souligne les membres du gouvernement, mais il n'y a pas que les membres du gouvernement qui acceptent d'aller dans ces chaînes, qui acceptent d'aller jouer ce monde-là. Et donc, nous, on est du point de vue de l'intégrité de ce que nous défendons. Voilà. Et je crois que ça peut aider. Je crois que vraiment, c'est un film pour dire, mais... il faut se bouger, quoi, sur tout ça. On n'en sort pas passif, je pense. Voilà. Vous allez le diffuser dans les écoles ? Ah ben, si les écoles le veulent, oui, bien sûr. C'est la semaine de la presse à l'école bientôt, donc... Je suis sénatrice de la Gironde, sénatrice écologiste. Je fais partie de la commission d'enquête au Sénat. Vous avez vu quelques images. Vous avez interviewé Bernard Arnault. Oui, j'ai interviewé Bernard Arnault. Sachez que vous avez de la chance, nous on n'a pas réussi. Mais c'est très difficile puisqu'en réalité je ne suis pas du tout rapporteur ou président de cette commission d'enquête. J'ai très peu de temps de parole. C'est très complexe. Sachez quand même que c'est pas sûr qu'on arrive à finaliser donc un rapport cette commission d'enquête. La droite au Sénat ne souhaite pas justement que l'on puisse avancer sur des propositions pour protéger donc les rédactions, protéger la presse. Donc ça c'est un premier point. Je voulais juste vous dire qu'encore c'est beaucoup plus dangereux ce qui se passe, puisque dorénavant, Bolloré va maîtriser même les livres. Et l'édition et les livres scolaires aussi, avec une nomination qui vient d'avoir lieu par Jean-Michel Blanquer, de quelqu'un qui va être directeur des programmes et qui est quelqu'un de droite, vraiment d'extrême droite, qui sera donc directeur des programmes avec donc des livres et également des manuels scolaires qui seront donc... sous la mainmise de Bolloré. Donc je veux dire que le danger, il est bien au-delà. Et donc je soutiens tout à fait. Si vous pouviez
faire visionner ce film dans toute la France et à Bordeaux, parce qu'il n'est pas programmé encore à Bordeaux. Je serais volontiers très heureuse d'animer aussi les débats pour expliquer plus longuement comment se passe la commission d'enquête et qu'est-ce qui s'y dit, etc. Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, je m'en garderai bien. Simplement dire qu'en effet, la concentration des médias et de ce qui est un peu autour des médias, que ce soit l'édition ou les manuels scolaires, entre les mains d'un seul et même homme, qu'il soit de n'importe quel bord politique, pose problème. Il y avait peut-être d'autres questions, d'autres observations, des critiques. Bonjour, j'ai 3 petites questions. La première, est-ce que vous avez cherché à faire la promotion de votre film sur une antenne de télévision en France ? C'est la première. La deuxième, vous ne parlez pas du tout du CSA. Or, je crois que c'est quand même l'organisme de régulation de l'audiovisuel. Et c'est un peu, pour moi, le grand absent du film. Et la troisième question, ce que vous sous-entendez, c'est qu'on ne peut faire correctement son travail de journaliste aujourd'hui à la télévision en France qu'en travaillant sur le service public. Je voudrais savoir si c'est vraiment le message que vous voulez passer. Je vais répondre. 3 questions, je vous laisse. Alors, sur le CSA, on a fait l'interview de Roch-Olivier Mestre, donc le patron du CSA, et c'était un petit peu pas très intéressant, j'avoue. Donc on l'a pas monté. Mais peut-être qu'on en fera un petit module. Mais voilà, il disait des choses qu'il avait déjà dit pendant la commission d'enquête. C'est vrai qu'on dans la commission sur ces news. Effectivement, on aurait précisé que par exemple, pour la première fois, le CSA avait sanctionné CNews par une amende, ce qui est une première pour une chaîne d'information. La deuxième question était non. Alors moi, je pense pas que seuls les journalistes de service public ou indépendants peuvent bien faire leur travail. Les médias, un journal, une chaîne, une station, c'est pas un bloc monolithique, c'est une diversité de journalistes, une diversité de rédacteurs en chef, une diversité de décisions, bonnes ou moins bonnes. Et partout, il y a des journalistes qui essaient de bien faire leur travail, et à des endroits plus qu'à d'autres, on les entrave, on les en empêche, il y a de l'autocensure, des pressions. Et puisque là, l'enquête concernait la concentration des médias, ce qu'on a voulu montrer à travers les séquences qui concernent le service public, c'est que même quand ces personnes ne possèdent pas ces médias, elles sont en mesure soit de connaître le contenu d'un reportage avant sa diffusion, soit de faire pression avec des moyens qu'on qualifie de barbouzes sur les journalistes qui enquêtent pour les empêcher de révéler les informations qu'ils trouvent. Et la troisième question, je l'ai oubliée. Proposer une chaîne, est-ce que oui, alors oui, je crois qu'on l'a proposé. Non, est-ce que vous avez cherché à faire la promotion comme n'importe quel film qui sort en salle? Est-ce que vous avez été invité sur des plateaux de télé? Pas encore. Ah oui. Sur le plateau d'Alerte Libre à Mediapart. Bon, c'est pas très. Alors, on est invité la semaine prochaine sur TV5 Monde. On était hier matin sur France Inter, dans l'instant M de Sénat de Villers, 20 minutes sur ce documentaire. On a été interrogé tout à l'heure par Arrêt sur Image. On a été chez Combini. On a été interviewé par Combini hier après-midi. Tu as été interviewé par RFI, Radio France Internationale. À ce stade, donc pas d'autres chaînes. Ce ne sont pas des télévisions. Pas d'autres chaînes de télévision. Pas de télévision à ce stade. Dans la petite pause tout à l'heure, la question m'avait été posée, puisqu'on produit, nous, chez Première Ligne, des documentaires pour la télévision. On n'a pas proposé ce documentaire à une chaîne de télévision. C'est vraiment exclusivement avec Mediapart pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si on diffuse en salle, par exemple, là, c'était en avant-première sur Mediapart pour, pas tout à fait 24 heures, de ce soir à demain matin. Après, ça disparaît du site de Mediapart. C'est en salle, le temps que ça sera. Et puis, ça pourra revenir sur Mediapart au bout d'un certain nombre de mois. Mais votre question était plutôt, on aurait parfaitement pu organiser des débats en plus d'une diffusion à la télévision. Alors, il y a des parties débats à la suite. Le Cache Investigation se poursuit par une chouette déclinaison juste à la fin qui s'appelle Le Débrief, où Élise Lucet, avec les équipes de journalistes, répondent aux questions des téléspectateurs qui ont vu l'enquête qui était mise en ligne quelques jours avant sa diffusion. Là, vraiment, Edoui, l'idée a été de dire non, on le fait exclusivement pour Mediapart, pour les abonnés de Mediapart et pour aller dans des salles de cinéma. Mediapart, on dit souvent le virtuel, c'est du réel. Vous voyez, et la révolution numérique, c'est la multidiffusion. Vous savez, on fait aussi des bandes dessinées à partir de nos enquêtes. La revue dessinée s'empare de nos enquêtes. Il y a un dessinateur. Il y a, comme vous voyez, en rédacteur en chef, Fabrice Arfi et Michael Aschenberg, et donc Valentine qui est au pôle vidéo et enquête de Mediapart. Bon, voilà, donc on fait ça. On fait des livres aussi. Et moi, je tenais vraiment sur cette idée, quand on est venu l'idée de faire ce film, pour moi, fallait en faire un film en salle de cinéma.
y compris parce qu'on sort peut-être aussi de cette période des 2 ans où il faut se retrouver, débattre, se rencontrer, des sociabilités, des discussions, et puis faire vivre ce débat, pas quelque chose chacun tout seul devant son écran, hein, que c'est un peu de chair, et voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je trouve qu'il est d'intérêt public, vraiment très intéressant. Merci Valentine pour ce courage de partager la dernière histoire. Et du coup, j'ai un peu une question. J'ai vu qu'il était à l'affiche dans une vingtaine de salles en France, en province, si je me permets. Du coup, pourquoi ? J'ai du mal à comprendre la stratégie. Très bien de le montrer en salle, de faire des débats, mais pourquoi pas plus largement ? Voilà. C'est une quarantaine maintenant, je crois. Presque 50, oui. Presque 50 salles. Autant que les salles voudront, on le diffusera. Hein. C'est pas nous qui avons décidé que ce serait que 50. C'est les salles c'est notre distributeur qui fait tout pour le placer le plus possible. Et c'est il y a un bout déjà énorme, hein, comme vous le savez. Déjà, depuis le confinement, il y a beaucoup de films en retard. C'est ça. Et il y a en plus beaucoup des salles qui l'ont pris avant même de l'avoir vu sur la base d'un projet qui tenait sur quelques pages, quoi. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il aura une vie un peu plus longue et dans encore plus de salles, quoi. Mais la stratégie, c'est de le présenter au plus grand nombre et d'échanger ensuite, de faire autant de débats que possible, en fait, dans ces séances. Et de le mettre à la disposition d'organismes. Par exemple, il y a pas mal de militants pour l'éducation aux médias, donc des profs, effectivement, il faut que les soient diffusés dans les établissements, dans les collèges, dans les lycées professionnels aussi. Mais donc voilà, on espère que des citoyens motiveront leur salle de cinéma. Franchement, le distributeur était assez surpris, hein, en expliquant cette thématique, que c'était une coproduction Mediapart avec nous. Vraiment, il y a beaucoup de salles de cinéma qui ont dit on organise un débat, alors qu'ils n'avaient pas vu le documentaire, ce qui n'arrive jamais dans les salles de cinéma. Évidemment, ils ont besoin de voir le film avant de... C'est pour ça que votre bouche à oreille va être important, hein, d'autant plus que c'est vraiment demain le sérieux, évidemment, et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. Et moi, vraiment, parce que nous, on est encore une fois habitués, mais moi, en le revoyant, là, je me disais, là, il n'y a que ce qu'on a pu documenter. Et c'est déjà sidérant. La séquence, avec son montage très bien fait entre les audios exhumés par du squal, comme on le surnomme sur Mediapart par Fabrice Arfi, et d'autre part les images qu'avait tourné l'équipe de Fakir, où on voit ce truc sidérant, et avec l'homme le plus riche d'Europe et le 3e fortune du monde quand même. Hein, qui est là, et on voit, on a cette séquence-là, on a les menaces sur des journalistes, on a les pressions sur la pub, tout ça, et en fait, en voyant ça, on se dit, mais là, il n'y a que ce que nous avons trouvé et que nous pouvons documenter. Or, nous voyons bien que pour ces gens, y compris à ce niveau de respectabilité sociale ou de fonction, M. Squarcini, c'était pas n'importe quoi dans l'appareil d'État français, quand même, il n'y a pas d'interdit pour eux. Il n'y a pas de problème à faire ça. Et normalement, ça devrait susciter une sidération. Je ne sais pas s'il y avait une sénatrice, je sais, qui était de venir dans l'assistance tout à l'heure. Elle était là tout à l'heure, elle a posé. Elle était là tout à l'heure. Mais il y a de quoi. La capacité d'indignation démocratique, c'est là où il y a peut-être le but de ce qu'on a voulu faire là, c'est de dire, mais on vous remet ça sous le nez avec des scoops inédits, avec des histoires inédites, mais dire, mais quand même, on peut pas accepter ça. Parce qu'il y a encore une fois toute la réalité qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et il n'y a pas toujours un journaliste comme notre confrère là qui résiste aux pressions et qui parle, ou le confrère de BFM qui raconte ce qui s'est passé sur l'histoire Takiedine. Bon, on l'a démonté ce truc, mais il y en a d'autres qu'on n'a peut-être pas démonté, qu'on n'a peut-être pas pu voir. Et là, je crois vraiment qu'il y a une vraie alerte que transmet cette pédagogie de ce film. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'avais donc 3 questions, j'essaie d'être succinct. La première, c'est qu'à la fin du film, j'ai très marqué parce que vous disiez que vous brisiez le silence, Madame Auberti, et ma question était très simple, c'était est-ce que vous risquez des choses? Pourquoi maintenant? Si vous risquez des choses, quoi? Et éventuellement, comment vous en protégez? Ma deuxième question était, étant donné qu'on a eu un appareil d'État contre des tongs I Love Bernard, je suis extrêmement surpris que votre film... est-ce que votre film a subi des pressions? Si oui, lesquelles? Et sinon, comment vous expliquez ne pas en avoir subi?
Et ma dernière question, c'est dans une société où on a énormément d'accès à l'information, qu'elle soit juste ou fausse, on va avoir des chercheurs qui ont fait des recherches donc, sur leur sujet, qui vont avoir la même portée que l'opinion politique. Comment on fait en fait pour aujourd'hui que les citoyens apprennent à chercher l'information qui soit viable en fait, qu'on puisse que Hold Up qui utilise les codes de l'information soit non crédible face à un travail de journaliste comme le vôtre. Merci. Alors, je réponds à la toute première question. Cette dernière séquence est une sorte de pied de nez. Alors, le risque est réel, puisque c'est une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes qui écopent d'un rappel à la loi quand ils commettent un délit, en l'occurrence la compromission du secret de la défense nationale. La jurisprudence, globalement, consacre le droit à l'information comme supérieur au secret de la défense nationale, mais théoriquement, oui, je risque une nouvelle enquête, etc. Le but de la séquence était de démontrer que c'était une pression de la justice qui disait pas son nom, et de la dénoncer en disant que ça peut avoir un effet dissuasif en réalité. Là, moi, j'ai la chance d'être dans une rédaction comme celle de Mediapart, qui est costaud, qui a des super avocats si besoin était, à Bangoumi, quelle que soit leur limite sur l'investigation, il y avait des avocats qui pouvaient soutenir. Mais si on est pigiste et qu'on veut travailler sur ces sujets, c'est-à-dire qu'on est précaire, qu'on travaille à la tâche ou à l'article, est-ce que quand on a eu un rappel à la loi, on se dit qu'on va continuer à enquêter sur ces sujets, sachant qu'on n'a personne derrière nous pour nous aider. Donc c'est vraiment ce que ça a comme effet, c'est l'effet dissuasif. Donc c'est un peu contre ça qu'on a voulu aller en faisant cette séquence et en la terminant comme ça. Et ce que dit Valentine à la fin de la séquence, lorsqu'il y a un petit tournage dans la salle de mixage, c'est que ça met de la pression considérable sur les journalistes, sur les rédactions, encore plus sur les journalistes pigistes, mais également sur les sources. C'est-à-dire que voilà, ça met une pression considérable sur les sources. Sans source, on ne peut pas travailler. Des sources qui, quelquefois, donnent leur nom, quelquefois ne vous donnent jamais leur nom, et on a une protection lorsqu'on est arrêté par la police. On peut invoquer le secret des sources, il est respecté en France, mais voilà, d'apprendre qu'il y a un rappel à la loi, alors qu'il n'y a pas eu de procédure. Les avocats de Valentine n'ont pas pu aller défendre devant un juge que ces informations à nouveau d'intérêt public. On parle d'armes françaises utilisées dans des morts, dans une guerre civile atroce au Yémen. Ça met une pression considérable sur les sources. Oui, j'ajoute une dernière chose là-dessus, c'est... quand j'ai été convoquée, donc il y avait une enquête préliminaire ouverte, c'est une procédure qui est non contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a un procureur qui enquête, on n'a pas accès au dossier, on n'a pas accès aux pièces. Le procureur a décidé de classer sans suite. Donc, j'ai reçu un courrier disant, voilà, nous classons l'enquête sans suite, mais les faits sont susceptibles d'être caractérisés, je me souviens plus de la formule, mais en gros, il m'expliquait que l'infraction était caractérisée. Mais que, aux clémences, il se donnait seulement un rappel à la loi. Donc, à la limite, s'il y avait eu une procédure contradictoire avec un juge d'instruction, une enquête et une possibilité de se défendre et de porter finalement devant les tribunaux la question du droit à l'information versus le secret de la défense nationale, ça aurait été un débat hyper intéressant qu'on aurait pu mener et expliquer qu'il y a des informations d'intérêt général qui valent qu'on rompe le secret de la défense nationale auquel on estime ne pas être tenu si l'info prime, quoi. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Je réponds rapidement à votre deuxième question et je laisse la troisième pour Edoui. On n'a eu absolument aucune pression sur ce documentaire. Absolument aucune. La seule pression qu'on a eue, c'est d'avoir autant de refus. D'autant de refus de journalistes de témoigner, comment cela se passe dans les rédactions. Mais vraiment, des SMS, quand même. Luc, tu n'imagines pas le degré de paranoïa qu'il y a au sein même de la rédaction d'Europe 1, une copie d'Europe 1, en disant, mais même pour parler en off, donc même pour parler sans être enregistré. Donc nous, la pression qu'on a eue, c'est d'avoir uniquement des refus, également de ces grands patrons. Je peux vous jeter juste un échange d'SMS avec Pascal Pro, dont on a réussi à avoir facilement le téléphone portable. J'ai écrit un long SMS pour expliquer ce qu'on fait. Non, point, merci, point. Donc, voilà. Et ensuite, c'est non. Et puis, il n'y a plus rien du tout. Cyril Hanouna, comme on l'explique dans le commentaire, avait accepté une interview pour finalement changer d'avis. Donc, non, on n'a eu absolument aucune pression. Et Louis, je te laisse répondre à comment refaire l'expérience par soi-même pour aller bien s'informer. C'est sûr que vous avez raison, le film Hold Up, en tout cas les 10 premières minutes, ressemble à... Mais c'est pire que du Canada Dry, c'est beaucoup plus grave que du Canada Dry, voilà, ressemble au code du documentaire. Dans les conditions totalement acrobatiques que rappelait Luc de ce film, je veux dire, le propos, c'est vraiment de montrer, on a ce qu'on a sous les yeux dans la campagne présidentielle, qui est, je dirais, cet empuantissement idéologique, c'est
des idées, ce qui est très bien dit par l'historien, par la chercheuse au CNRS, et que l'on voit, et on voit comment tout un monde politique accompagne ça, c'est pas si grave. Le divertissement enrobe le fait de banaliser des opinions profondément, potentiellement meurtrières, discriminantes, d'exclusion, et donc d'annihilement de l'autre, hein, d'effacement de l'autre. Mais ce que je trouve très très fort dans la démonstration qu'ils ont faite, c'est de dire, vous voyez, ce règne des opinions s'accroche sans racine dans une opération préalable qui a été l'étouffement des informations. Le règne de l'opinion, du blablabla, du clash, du talk show, et où tout se vaut, 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs, etc. Et on y va, et tout peut être dit, donc le pire, et le pire a le droit d'être dit, et le grand remplacement, et ceci, cela. Ça va de pair avec l'étouffement, l'effacement, l'empêchement des informations. Et là, il y a quelque chose qui est au cœur d'un enjeu démocratique. Il n'y a pas de vitalité démocratique si l'information n'est pas au centre. Et là, c'est une bataille dans notre profession aussi, c'est une bataille là où nous travaillons, c'est une bataille que mènent certains dans les médias concernés. Le confrère qui parle, qui a été rédacteur en chef de BFM, en témoigne. Hein, Romain Verlet, qui est là ce soir, qui raconte comme ça. Et puis, il y a l'allusion qui est faite à la fin à tous ces médias nouveaux, indépendants, qui sont le lieu de l'innovation. C'est pas un hasard si on se retrouve là entre, je dirais, la grosse machine télévisuelle qu'ils maîtrisent et nous qui sommes nés des natifs du web. Et je crois que c'est là que se font les lieux d'innovation où on essaye de ressourcer la tradition, l'information. L'information, c'est produire aussi ce qui va déranger, ce qui va bousculer. C'est obliger à entendre ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, à savoir ce qui va bousculer nos convictions, nos préjugés, nos intérêts, nos liens, nos relations, etc. Passer des coups de fil, comme disait l'autre, c'est probablement déranger ses copains. Voilà. Un dernier exemple sur l'agenda. Lorsque CNews invite Renaud Camus, vous avez vu cet extrait qui est extrêmement éloquent, que je n'avais jamais vu dans la longueur. Et l'émission dure beaucoup plus longtemps. Michael Aschenberg a fait un exercice. Ce jour-là, en octobre, c'est le jour de l'ouverture de la COP26. CNews, ils sont libres de leur choix éditoriaux, tout comme Valeurs Actuelles, tout comme l'Humanité et Mediapart. Malgré tout, ils donnent la parole à un criminel. C'est-à-dire que, on le sait, c'était documenté. Le terroriste australien en Nouvelle-Zélande a tué 50 personnes dans une mosquée en se revendiquant de la thèse du grand remplacement. Et le mot grand remplacement, vous l'avez entendu, prononcé par qui? Par Valérie Pécresse, dimanche après-midi. Peut-être pour le contourner, peut-être pour dire on n'est pas... Malgré tout, ce terme est donné dans un meeting à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Tu disais, ce qui me permettait de rebondir sur une question qui a été dite sur le CSA. En effet, on n'a pas eu la matière pour faire quelque chose, mais il faut poser une vraie question. CNews, c'est pas Mediapart, c'est pas Valeurs Actuelles. C'est une fréquence hertzienne. C'est un bien public qui est concédé à un opérateur privé par le CSA devenu Arcom. Et avec une convention, ce qui est au cœur on l'a dit, certains qui ont été auditionnés devant la commission du Sénat sur la concentration des médias, c'est incompréhensible. La convention, comme c'est un bien public, ça ne peut pas être comme un média privé qui peut être de telle ou telle sensibilité. Il y a une exigence de pluralisme. Il y a une exigence de ne pas être simplement un média d'opinion, mais aussi un média d'information. Et il y a surtout des obligations déontologiques qui sont très explicites sur le refus des idéologies de haine, de discrimination, etc. De ce point de vue, l'attitude de CSA devenu Arcom par rapport à CNews ou C8, et ce que montre Claire Secaille sur les statistiques qu'elle a faites, est sidérante. Et là, il y a un vrai problème. Parce que non seulement ce sont des biens publics qui sont concédés à des opérateurs privés, mais comme on l'a... Évidemment, ça aurait fait un documentaire
pas du tout vivant et pas du tout d'enquête. On l'explique dans d'autres articles, c'est qu'en plus, une fois concédés, ils se comportent comme si c'était leur bien, c'est-à-dire d'une part, ils arrivent à prolonger les concessions très longtemps, c'est le cas de TF1. TF1, quand ils ont eu la concession, c'était pour 10 ans normalement, et ils n'ont jamais eu à avoir une procédure pour la renouveler. Et deuxièmement, y compris, il y a eu ça sur les fréquences hertziennes, il y a eu des reventes, c'est-à-dire sur un bien public, on se fait de l'argent. Et en l'occurrence, c'est comme ça que Bolloré est monté au capital de Vivendi, en vendant 2 chaînes qu'il avait, qui étaient discrètes et qui n'étaient pas... L'une, il avait racheté à Virgin, et il les a valorisées. Et le cours de l'action de Vivendi étant bas, il est comme ça devenu actionnaire à partir d'un bien public. Et donc là, il y a des vraies questions, mais ça, ce serait rentrer... C'est le 2e film, ou le 3e, parce que c'est encore un autre aspect qui est vraiment l'économie des médias. Là, c'est vraiment comment il y a vraiment vraiment c'est le refrain qui est: il y a ce qu'on vous montre et ce que on veut que vous voyez, ce que certains veulent que vous voyez et ce qu'on fait en sorte que vous ne voyez pas. Et je pense qu'on est encore loin du compte. Bien, écoutez, merci de votre patience. Merci. Et bravo à Louis Herman et à Valentine Auberti. Merci à eux deux.